Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. On le sait, en France en particulier, la gauche a des rapports difficiles avec la question de la religion, avec le religieux en général. Et pourtant, le dossier historique des liens entre mouvements de gauche, grands hommes de gauche et questions religieuses est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant que ce que l'on pourrait croire au premier abord. Je reçois aujourd'hui Éric Vincent. Bonjour, Julien. Merci d'être avec nous. Historien, journaliste, spécialiste entre autres de Jean Jaurès. Et ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est un livre sur Jean Jaurès qui s'appelle « Jaurès, le prophète ». Mystique et politique d'un combattant républicain. Un prophète, donc, c'est une figure a priori religieuse. Jaurès est, on le sait, une figure énorme dans l'histoire de la gauche française, qui fait un peu le relais d'ailleurs entre le socialisme utopique du 19e siècle et le marxisme, le socialisme sinon scientifique, du moins marxiste au 20e siècle. Il y a toute une dimension du personnage qui est largement oubliée et qui est au centre de ce livre que vous avez fait paraître il y a déjà quelques années, mais qui reste fondamentalement d'actualité. Oui, je pense qu'il reste fondamentalement d'actualité à double titre. D'une part, pour mieux comprendre et connaître Jaurès. Donc ici, il y a un enjeu vraiment historiographique, d'être fidèle à la pensée, à l'action de ce grand homme qui est tellement grand que c'est comme un continent, d'une certaine façon. Il y a tant à dire sur Jaurès, c'est extraordinaire, tant d'écrits, une action si riche. Mais cet aspect-là, c'est en tout cas la thèse du livre, n'est pas qu'un aspect parmi d'autres, mais ce serait le cœur du monument Jaurès, et le cœur, comme vous l'avez bien dit, dissimulé, oublié, nié, méprisé. Et donc là, c'est au-delà de l'enjeu historiographique, c'est un enjeu aussi contemporain et plus large sur vraiment la question, en effet, du rapport de la République aux religieux, puisque voilà, Jaurès, grande figure républicaine s'il en est, du socialisme aux religieux, Jaurès, père du socialisme français, ou en tout cas figure majeure, de la laïcité, puisque Jaurès aussi figure de la laïcité cardinale, et ces questions-là ont bien sûr une immense actualité. Donc revisiter Jaurès sous cet angle et découvrir des choses un peu inattendues, même parfois dérangeantes, je crois que ça a vraiment un enjeu rétrospectif et en même temps prospectif. Alors, une des caractéristiques de Jaurès, c'est que c'est à la fois un homme politique, un représentant politique, mais aussi, et avant cela, un intellectuel de haut vol. Il est rentré premier à Normal Sup, si je me souviens bien. En philo, devant l'un des plus grands philosophes de son époque, Henri Bergson. Et c'est aussi un historien. Oui. On connaît bien l'histoire, en particulier de la Révolution française. L'histoire socialiste de la Révolution. L'histoire socialiste de la Révolution française de Jaurès, qu'il a dirigé, dont il a écrit les premiers volumes, Histoire monumentale. Mais avant d'être historien, Jaurès a fait une thèse qui, si je ne me trompe pas, concerne tout autre chose que l'histoire. Donc Jaurès est un intellectuel total, de toute façon, qui s'intéresse à tout, qui était journaliste aussi. Donc dans sa dimension de journaliste, il parlait de tout. Il y a des choses sur la littérature, des choses sur la géopolitique, etc., etc. Mais fondamentalement, Jaurès est un philosophe. Alors on pourrait dire aussi, justement, c'est un philosophe au sens presque antique du terme, c'est-à-dire encyclopédique du terme. Il s'intéresse à toutes les sciences. Jaurès, je crois qu'on peut le dire, est un génie. Jaurès est un homme qui a une intelligence légendaire. Enfin, tous ceux qui l'ont approché étaient frappés. L'éloquence, certes, mais aussi cette capacité de travail, une mémoire photographique. Vraiment des capacités tout à fait hors du commun qui se sont incarnées dans la démarche philosophique. Donc, c'est devenu un philosophe universitaire, un philosophe professionnel avec le parcours classique, la Normal Sup, l'agrégation, la thèse. Et donc, les thèses, puisqu'à cette époque-là, on faisait 2 thèses. Une thèse principale en français, qui s'appelle « De la réalité du monde sensible », et une thèse latine, qui est titrée « Des premiers linéaments du socialisme allemand à travers Luther, Kant, Fichte et Hegel ».
Et déjà, là, on voit un petit peu poindre notre sujet, puisque cette relecture et première réception du socialisme allemand en France sur le plan intellectuel par la thèse secondaire de Jaurès met à l'honneur Luther. Donc on voit bien qu'on est déjà dans la thématique religieuse. C'est-à-dire un premier moment d'émancipation, au fond, d'une certaine manière, qui se développe en termes religieux. Oui. Est un réformateur religieux. Exactement, et qui montre bien que, non seulement en historien des idées, mais plus profondément en philosophe et même en métaphysicien, Jaurès connecte en fait tous les domaines d'une certaine façon. Je retrouve ce côté justement encyclopédique. Et donc, pour lui, la métaphysique et la physique, si on peut dire, en tout cas le monde sensible, c'est le titre de la thèse principale, de la réalité du monde sensible, c'est une question métaphysique. Et donc, faire de la métaphysique très sérieusement dans le contexte de son temps, déjà, c'est assez original aussi. Et ça explique aussi peut-être pourquoi ces travaux sont aujourd'hui méconnus, parfois peu pris au sérieux aussi. Alors c'est vrai que quand on met son nez dans ces textes, qu'on trouve en ligne, on peut les lire aujourd'hui très facilement, ce n'est pas non plus un travail académique comme on le ferait aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas de notes de bas de page. Alors, qui est peut-être d'ailleurs une sorte d'avantage à l'heure actuelle. Bon. Mais c'est un langage très personnel. C'est vraiment un travail, à vrai dire, inclassable. Et donc ce côté inclassable, parfois, a nui à la réception philosophique de Jaurès, parce qu'on lui a prêté le fait d'être peut-être pas très original. On y a reconnu beaucoup d'influences variées, mais ce qui, à mon sens, est une façon de dire que, surtout, on ne voit pas l'originalité de cette pensée. Oui, cette pensée s'est inspirée de tout un tas de choses, mais pour produire une synthèse jaurétienne, une synthèse unique qui garde une force tout à fait frappante. Et alors, cette synthèse, elle est inspirée en partie par une mystique. Oui, alors une mystique, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, le titre de la thèse principale, de la réalité du monde sensible, on pourrait se dire, voilà, de quoi va nous parler M. Jaurès, des atomes, etc., ou des sens. À vrai dire, il parle de tout. Précisément, c'est une sorte de synthèse générale qui essaie de comprendre le monde comme étant au-delà de l'opposition, de cette façon, entre idéal et matériel, qui structurait beaucoup les débats, et encore aujourd'hui, de son temps. Et donc, on sait que Jaurès est un homme de synthèse, il l'était dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique et même partisan, mais il était d'abord dans ce domaine philosophique. Et donc, il va au cœur des questions philosophiques les plus... quel est le terme juste ? Transcendantes, qui vont le plus loin, le plus haut, le plus profond. Et en effet, ça va jusqu'à la question de Dieu. Donc, cette thèse de philosophie cite le mot Dieu presque à toutes les pages. En tout cas, c'est comme ça a été reproché à Jaurès. Certains adversaires politiques s'en sont moqués, ou l'ont brocardé pour cela, alors que lui l'assumait complètement. Donc, au fond, pour lui, la question de la réalité du monde sensible est une question qui a rapport avec l'aspect théologique et donc l'aspect mystique. La figure de Jésus, par exemple, Jésus-Christ, est présente dans certaines pages aussi de façon tout à fait inattendue. Et donc, c'est vrai que c'est des pages qu'il faudrait lire, parce que quand on le dit comme ça, on a du mal à le croire, et il faut le voir pour le croire, en quelque sorte. Il faut aller au texte pour dire « Ah mais oui, mais Jaurès, il a écrit ça, c'est quand même frappant. » Et parfois, on essaie aussi d'atténuer l'importance de ces textes, qui datent des années 1891-92, en disant que ce sont des textes de jeunesse. Jaurès n'est pas encore devenu le grand Jaurès, il n'est pas encore vraiment le tribun du socialisme, la CFIO n'existe pas encore. Il a la trentaine, il est né en 1859. Il est né en 1859, voilà. Et ça veut dire que quand il arrive à sa vingtaine, à sa trentaine, on est dans une atmosphère politique où être républicain, être socialiste, être à gauche, souvent c'est quand même être anticlérical. Alors oui, si on fait une lecture fine du contexte, c'est en train de s'aggraver d'une certaine façon. Donc c'est déjà vrai en effet, mais ça va l'être de plus en plus parce que l'affaire Dreyfus va arriver, etc. Donc il y a des clivages qui vont se durcir. Puis la question de la séparation. La question de la séparation, bien sûr, qui est déjà... je dirais en filigrane, qui est présente, mais qui, en effet, va mettre encore plus d'une décennie à se concrétiser. Et donc, le
le fait de connecter la question théologique, la question métaphysique, la question politique, c'est original à l'époque et ça l'est toujours. Hein. C'est vraiment... Voilà, moi je pense que c'est un des mots-clés que je ferais ressortir à propos de Jaurès, ce mot d'originalité. Et donc cette difficulté peut-être à se faire comprendre. Hein, c'est vrai que, par exemple, connecter le mystique et le politique, on verra là aussi, par exemple, Péguy, à propos de l'affaire Dreyfus, en parlera, et c'est une des catégories qu'utilisera Péguy, ami de Jaurès, avant de se fâcher très violemment avec lui. Et donc... Péguy dit, les choses, tout commence en mystique et se termine en politique. Exactement. Il fait dériver le politique du religieux. Et même du mystique, donc je dirais du cœur le plus spirituel du religieux. Hein. Ce qu'il y a de plus religieux dans le religieux, c'est-à-dire l'inconnaissable, ce qui arrive à la connaissance ou à la sensation par mystère. C'est la définition de la mystique. Exactement. Ce qu'il y a de plus... Vraiment le rapport au divin, hein, le plus ultime. Hein, la réalité vraiment ultime et la plus donc, mystérieuse. Et donc, quand Péguy dit ça, donc là, c'est beaucoup plus tard, hein, donc c'est plus d'une dizaine d'années plus tard, c'est notamment pour viser Jaurès. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Péguy va reprocher à Jaurès d'être trop politique, d'être trop politicien même, de faire des accommodements avec la pureté idéaliste du dreyfusisme. Hein, parce que Jaurès est un homme qui crée des partis politiques, qui est un parlementaire, qui fait des synthèses entre des positions adverses, qui fait des compromis. C'est un homme qui fait de la politique, donc qui fait des compromis. Et ça, Péguy le lui reprochera. Sachant que ce qui est assez, je dirais, aussi tragique dans cette histoire et frappant, c'est que Péguy, homme sans compromis, va devenir violent, en fait. Oui. Voilà. Et jusqu'à en arriver à appeler à assassiner son ancien ami. Hein. Donc, quand on voit la suite de l'histoire... Ça allait jusque-là. Jusque-là, dans la presse, quand on... donc, vraiment, vers la fin de la vie de Jaurès, qu'on s'approche de la guerre de 14, où, justement, Jaurès est une figure du combat pour la paix, par excellence, qu'on appelle pacifiste, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur mot, moi je préfère dire non violent, qui me semble plus juste, Péguy fera partie de ceux qui, à plusieurs reprises dans la presse, auront des propos d'une violence extrême, allant jusqu'à l'appel au meurtre. Et l'on sait que Jaurès est assassiné exactement. Par Raoul Villain. Le 31 juillet 14. Et donc, voilà, un nationaliste, déséquilibré. Et sachant que la mort de Jaurès reste un sujet assez énigmatique. Il y a des théories. On ne sait pas exactement qui a commandité ce crime. Est-ce qu'il a probablement été commandité, mais ça reste une énigme. Ce qui est sûr, c'est qu'en 1919, l'assassin a été relaxé et même la préméditation n'a pas été retenue contre lui, ce qui est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors cela dit, les républicains espagnols l'ont retrouvé quelques années plus tard. Il a été tué dans des circonstances ultérieures pendant la guerre d'Espagne. Hein, et pour avoir été l'assassin de Jaurès. Donc c'est comme une sorte de justice, alors révolutionnaire, très violente, un assassinat, mais différé. Mais il y a quand même matière à réflexion en constatant que le climat social de 1919 a prévalu, le contexte a prévalu et la justice a tranché en sens inverse de l'évidence. De la vérité, de l'évidence même, face à un assassin qui avait mis 2 balles dans la tête de cet homme. C'est un peu la société française qui l'a absous, au fond. Exactement. Puisque ne pas l'absoudre, ça aurait été reconnaître qu'il avait eu raison après ces millions de morts que Jaurès voulait éviter, dont personne ne pouvait imaginer qu'ils seraient si nombreux. Mais enfin, c'est parce qu'il était opposé à la guerre qu'il a été assassiné à la veille de la guerre. Et c'est là où le mot prophète, bien sûr une métaphore, mais prend tout son poids. C'est que Jaurès avait vu venir la catastrophe. Enfin, à partir justement de sa vision du monde et de l'homme extrêmement élaborée, extrêmement fine, il avait tout compris en quelque sorte. Donc je dirais encore à l'époque, la belle époque, avant la guerre de 14, donc il y avait cet optimisme, ce scientisme, dont lui-même était aussi, qui le marquait aussi, dont il participait exactement. En fait, Jaurès voyait la connexion entre capitalisme, impérialisme, guerre. Capitalisme, impérialisme, nationalisme, guerre, et donc il faisait tout pour éviter cette catastrophe. Et là encore une chose aussi très importante, méconnue. Jaurès a une pensée de la défense nationale très élaborée, une pensée même de militaire, si on peut dire, puisque son dernier grand livre, L'Armée nouvelle,
a été justement écrit dans ce contexte de la montée des périls, hein, pour en quelque sorte offrir une sorte d'alternative à la tragédie en cours, en disant voilà, on n'est pas obligé d'aller à la guerre, et de toute façon, si on y va, il faut le faire en armant la France d'une façon républicaine, démocratique, socialiste, donc avec un projet là aussi qui, je dirais, retrouve une certaine actualité face au débat actuel. Hein. On voit bien malheureusement le climat dans lequel nous sommes, et je pense qu'on pourrait tout à fait relire aujourd'hui l'Armée nouvelle en faisant les transpositions bien sûr nécessaires, puisque la grande idée de Jaurès au fond c'était de dire oui, il faut que la nation soit plus forte, puisse se défendre sur un modèle défensif. Et ça passe justement par une sorte de révolution sociale. Hein. La meilleure protection de la France serait en fait de mobiliser la nation, un peu sur le modèle révolutionnaire aussi, dont il était spécialiste. Modèle de Valmy, évidemment. Exactement. Hein, la nation en armes. La nation en armes, exactement. Face à l'adversaire réactionnaire. Réactionnaire, exactement. Donc on retrouve ces composantes, et Jaurès avait voulu en faire une rélecture pour son contexte. Évidemment, bon, ce livre n'a pas entraîné de prise en compte par l'état-major, etc. Mais je pense qu'il garde une certaine actualité. Pour en finir avec la question de la guerre et des rapports avec Péguy, il faut souligner aussi que Péguy lui-même est emporté, mais lui au combat, dès l'été 14, puisqu'il s'est engagé, il a été parmi les premiers fauchés. Exactement, mais parfois on dit que le premier de tous les morts, mort en avant des armées, comme je crois disait Anna de Noailles, c'est Jaurès. Hein, puisque à la veille de la mobilisation générale, il est assassiné, et son fils sera aussi lui-même victime de la Grande Guerre en 1918. Donc quand vous parliez tout à l'heure de Madame Jaurès, hein, son mari assassiné en 14, son fils mort au champ d'honneur en 18. Voilà, c'est pas facile. Alors si on en revient à notre point de départ, j'ai envie de vous poser une question très bête. Est-ce que Jaurès croit en Dieu ? Est-ce qu'il est croyant ? Alors c'est une question très directe et difficile, comme souvent sur des sujets aussi subtils. Dieu habite sa pensée et sans doute son œuvre. Hein. Je pense que sa pensée et son combat politique sont complètement imbriqués. Il y a une inspiration à l'œuvre. L'un des mots de Jaurès, c'est le mot arrière-pensée, hein, qu'on retrouve justement dans l'Armée nouvelle. Hein, il dit voilà, j'ai une arrière-pensée sur la vie et le monde, sans laquelle la vie du genre humain me semblerait impossible. Hein. Donc, quelle est cette arrière-pensée ? Alors voilà. Et donc, c'est celle de la transcendance. Moi, je pense que oui. On peut débattre de ça. Hein. C'est-à-dire que il ne le dit pas explicitement. Il ne dit jamais je crois en Dieu, mais donc par exemple la réalité du monde sensible, à mon avis, montre que sa thèse de philosophie, voilà, montre qu'il ne conçoit pas le monde sans une forme de transcendance. Alors l'un des mots qui est parfois employé, c'est le mot panenthéisme, qui est un mot inhabituel. Panenthéisme, c'est pas le panthéisme. Le panthéisme, c'est au fond dire le monde, la nature et Dieu. Hein. Dieu est partout. Non seulement Dieu est partout, mais le tout est Dieu. Panthéisme. Bon. Tout est Dieu et Dieu est tout. Bon. Mais le tout qui tombe sous les cinq sens. Bon. Alors que l'idée de Jaurès, justement, c'est que Dieu se révèle à travers la nature et le monde. Hein, c'est tout l'objet de ce livre, La réalité du monde sensible, mais qu'il ne se limite pas à cela. C'est-à-dire qu'il y a une transcendance. Donc en fait, là encore, on retrouve la synthèse. On oppose parfois immanence et transcendance. Pour Jaurès, il n'y a pas du tout d'opposition entre immanence et transcendance. C'est la même chose en fait. Hein. C'est la même chose envisagée d'un bout ou de l'autre d'une certaine façon. C'est totalement complémentaire. Et donc à cet égard, oui, sa vision des choses fait place à la transcendance, et il ose utiliser ce mot. Alors là aussi, il le dira à la tribune de la Chambre des députés, donc c'est quelque chose d'assez remarquable. Hein. Le grand Jaurès, en 1910, dit « Je n'ai pas de mot de superstition, je n'ai pas peur de ce mot Dieu. Hein ». Et il fait référence à sa thèse. Hein. Donc justement, quand on nous disait parfois « Oui, c'est un écrit de jeunesse, il a bougé par la suite, etc. » En 1910, il réassume complètement cette thèse de l'arrêté du monde sensible, en effet marquée par l'idée du divin, et il explicitement, dans un contexte quand même donc voilà, d'opposition politique forte et de polémique à la tribune, il marque l'importance d'oser parler, hein, de citer le terme, de poser la question de Dieu. Poser la question de Dieu à la tribune de ce qu'on appelle l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est quand même remarquable. Alors en cela, il est fidèle, Jaurès, finalement,
à un problème que la gauche se pose depuis ses origines révolutionnaires. Je pense notamment à la façon dont Robespierre aborde le religieux. Le problème, précisément, de la transcendance, des fins dernières. Les Lumières révolutionnaires, pour beaucoup d'entre elles, ne sont pas du tout athées, ne sont pas du tout anti-religieuses. On sait bien que les révolutionnaires les plus radicaux, et notamment Robespierre, tentent un culte de l'être suprême. Ils ont le sentiment qu'il ne peut pas ne pas y avoir de Dieu, qu'on ne peut pas laisser les hommes, la société, finalement, livrée à elle-même sans idéal, en quelque sorte, et sans fin dernière. On le sait bien, vous êtes historien, les historiens le savent, les historiens les plus objectifs. Je ne pense pas que le grand public et même beaucoup de personnes cultivées aient les idées aussi claires sur la réalité de la culture du XVIIIe siècle et en particulier sous ce rapport. Moi, je pense qu'il y a une sorte de légende, comme quoi les Lumières, l'encyclopédie sont des athées, etc. Ce qui est faux, comme vous venez de le rappeler, c'est absolument faux. Et on oublie même Voltaire n'est pas athée, Rousseau encore moins. Il y a quelques athées, mais il y a donc là on vient de citer les plus célèbres, évidemment les deux plus grands ne sont pas athées. Rousseau est chrétien, alors il oscille entre protestantisme et catholicisme, en tout cas il est chrétien clairement, et surtout les gens des Lumières regardent le rétroviseur, ils regardent Rome antique, et ils regardent Athènes et Sparte, et dans ces contextes antiques, on voit à l'évidence que la religion est partout et qu'elle est politique, justement. Donc une fonction civique fondamentale. Exactement. Et donc, même s'il y a évidemment un prisme de ce regard rétrospectif et de la culture du XVIIIe siècle, il y a une évidence pour la plupart de ces penseurs, c'est qu'on ne peut pas faire une cité fonctionnelle sans religieux. Voilà. Et c'est là où on aura donc les idées de religion civique ou civile. Alors, pensons aussi au modèle américain, qui est l'autre grande version démocratique de l'époque, suite à la révolution, à l'indépendance des États-Unis naissants. Et donc, Jaurès me semble en effet héritier de tout cela, et aussi à travers bien sûr la médiation du 19e siècle. C'est ça. C'est-à-dire que après l'énorme cataclysme de la Révolution française, se pose en effet la question de remplacer le christianisme en quelque sorte. Et les termes du débat sont d'autant plus biaisés en France que l'Église catholique romaine s'est farouchement opposée à la Révolution française. Elle a pris le parti du roi. Les régimes contre-révolutionnaires qui ont tenté de l'être dans une certaine mesure, en tout cas anti-républicains qui se sont établis tout au long du 19e siècle, ont fait des alliances, ont renouvelé les alliances avec l'Église, la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire. Et donc, ça a rabattu d'autant plus les oppositions républicaines, démocratiques, socialistes, dans une opposition aux religieux. Ceci dit, il y a toute une tradition, justement, qui fait le lien entre la Révolution française et Jaurès, à gauche, qui consiste à essayer de penser à quoi on peut substituer l'autorité de l'Église avec tous les problèmes que pose le pouvoir du clergé. Finalement, avec ce constat, Dieu est mort, en tout cas le christianisme tel qu'il a fonctionné avec l'Église ne remplit plus sa fonction, mais il ne peut pas ne pas être remplacé par quelque chose. C'est la grande idée de Michelet, Jules Michelet. Et Jules Michelet dit très explicitement, la nouvelle religion, ça ne peut être que la nation. Et alors, en effet, il y a cette problématique de la nouvelle autorité spirituelle. Paul Bénichou a consacré plusieurs ouvrages qui ont été réédités sur différents titres, mais l'un des titres connus, c'est le Temps des prophètes, si je ne me trompe pas, Le Sacre de l'écrivain aussi, où il relie toute l'histoire littéraire et intellectuelle du 19e siècle à partir de ce prisme, en disant, et là, vous voyez, ça va tout de suite faire sens quand on cite les noms, Victor Hugo, oui, bien sûr, Rimbaud, se faire voyant, tiens, c'est quand même un terme très surnaturel, pourquoi voyant, etc. Là, ça renvoie à la mystique, le dérèglement de tous les sens, qui permet de voir mystérieusement ce qu'on ne voit pas autrement, c'est la mystique. Et donc, on voit à travers tous les plus grands auteurs du 19e siècle, cette idée, au fond, que la poésie ou la littérature pourrait être, par exemple, cette nouvelle église, en quelque sorte, ce nouveau christianisme sans clergé. Elle participe de quelque chose qui est spirituel, en tout cas. D'un spirituel d'abord qu'il faut expliciter et qu'il faut incarner. Alors voilà, la question, c'est comment on va l'incarner. Et les plus grands esprits de l'époque y réfléchissent. Et donc tout ça, finalement, transparaît dans la recherche de Jaurès, qui est une sorte d'aboutissement, et je dirais en même temps de chant du cygne, puisqu'en effet, après lui,
tout ça a été oublié plus ou moins. Hein. Il n'y a plus que des historiens de la philosophie ou des historiens tout court ou ceux qui lisent vraiment les textes de cette époque, qui vont tomber sur ces passages en se disant tiens, c'est quand même étonnant. Pensez à Tocqueville, par exemple. Hein. Tocqueville, qui est monument de la pensée française et devenu aussi américaine, de la démocratie en Amérique, qui explique que le mouvement d'égalisation des conditions est inarrêtable. Hein, donc la démocratie comme phénomène socioculturel est inarrêtable, pour le meilleur et pour le pire. Il voit bien aussi qu'il y a des aspects dangereux. Il n'est pas spécialement favorable. Oui. C'est complexe. Je pense qu'il essaie d'être objectif et il dit il y a du bon et du mauvais. Bon, ce qui est sans doute vrai, voir comment les choses évoluent aujourd'hui. Et en l'occurrence, il dit il y a deux freins ou contrepoids au mauvais côté de la démocratisation. C'est l'association, hein, l'associationnisme, hein, et la religion. Hein. Et ça, par exemple, dans la culture générale française autour de Tocqueville, on ne le dit jamais, on l'a oublié. Hein. Donc vous parliez de Michelet, hein, là aussi monument de la pensée républicaine, etc. Bon. Et donc il y a en effet tout un pan au fond de notre culture et des questions de l'époque et de l'histoire des idées qui ont été oubliées ou qui sont négligées. Pensez à Auguste Comte. Auguste Comte, hein, voilà, père du positivisme, qui est quand même là aussi la grande idéologie structurante du républicanisme après le spiritualisme. Hein. Il y a le spiritualisme dont procède Jaurès, et puis il y a le positivisme. Les deux s'affrontent plus ou moins. Oui, mais on oublie toujours qu'il y a deux Auguste Comte, en quelque sorte. Il y a l'Auguste Comte positiviste, hein, qui sera repris par Littré, etc., et qui est celui qu'on connaît tous, hein, donc rationaliste. Bon. Mais il y a un Auguste Comte créateur de religion. Oui, hein, voilà. Il veut refonder une religion. Le culte des grands hommes, dont on a trace aujourd'hui dans le drapeau du Brésil, par exemple. Hein. Ordre et progrès, hein, la devise du comtisme. Il y a encore aujourd'hui des églises positivistes au Brésil. Hein. Voilà. Donc là, on est en plein dans cette complexité, et je pense que donc on peut vraiment relire une grande partie de l'histoire intellectuelle, littéraire, philosophique de la France à partir, au fond, de ce déni ou de cet oubli. Hein, que, par exemple, dans les Lumières, on peut prendre les Lumières comme, en effet, la modernité anti-religieuse qui attaque le fanatisme, qui attaque l'obscurantisme, écrasons l'infâme, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Oui, mais dans les Lumières, il y a aussi Casanova, franc-maçon, il y a aussi le comte de Saint-Germain, il y a aussi Cagliostro, etc. Hein, donc il y a tout le pan illuministe. Hein, et ça, on l'entend dans d'autres langues. On l'entend dans les langues latines. Hein. Nous, ce que l'on appelle les Lumières, on le dit aussi illuminisme. Hein, et en italien, notamment. En italien, voilà. Et donc, dans ces langues-là, on voit bien que c'est un même mouvement qui a deux faces, en quelque sorte, une phase rationaliste et une phase mystique ou surnaturaliste, etc. Et sauf que nous, en français, même dans le vocabulaire, on distingue ces deux faces. Et ce qui conduit à faire des erreurs de perspective, en effet, quand on analyse la pensée de ces époques et les auteurs de ces époques, soit on ne les comprend plus, soit en effet on les tord, hein, parce qu'on cache toute une dimension, et c'est ce qui est arrivé à Jaurès. Hein, la dimension, au fond, surnaturaliste, spiritualiste, mystique de Jaurès, elle a été en quelque sorte occultée, elle est peu compréhensible, parce qu'il nous manque toutes ces étapes, en quelque sorte. Hein. Et surtout, le fait d'aller au texte. Alors, il y a aussi une chose importante à raconter, c'est que l'article, en dehors de la thèse, hein, la thèse principale, l'article dans lequel il a le plus développé toutes ces idées-là est resté inédit jusqu'en 1959. Hein. Donc, en fait, Jaurès lui-même n'a pas publié, pour une raison qui n'est toujours pas connue, hein, qui est une énigme historique. Cet article que moi j'appelle parfois la pierre de Rosette de la spiritualité de Jaurès, parce que tout est écrit. Hein, ça n'a été déchiffré qu'au tard. Exactement, elle a été découverte. Pour son centenaire alors, pas pour son centenaire, mais... Enfin, centenaire, oui, de sa naissance, tout à fait. Oui. Pour le centenaire, exactement. Et d'ailleurs, cet article a une histoire tout à fait rocambolesque, puisque on a encore tout dernièrement trouvé des morceaux. Hein. Donc, c'est en fait une sorte de petit livre, hein, qui est connu principalement comme la question religieuse et le socialisme, le titre sous lequel il a été publié en 1959. Mais aujourd'hui, on le fait connaître sous un autre titre parce qu'on a trouvé les autres morceaux qui manquaient. Hein. Et donc, c'est une histoire déjà étonnante. Hein. Et donc, on a un petit livre complet que Jaurès a gardé sous le coude, hein, qu'il a écrit à peu près au même moment qu'il écrivait ses thèses.
Et puis voilà. Donc dans les années 1890. Voilà, 1891-92. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi il ne l'a pas publié. Et donc, ça fait partie, à mon avis, justement, des explications, en quelque sorte, de l'énigme Jaurès en la matière. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un hasard, justement, de la vie qui fait qu'on commence un travail, on le finit pas c'est aussi le moment, c'est une année charnière, 1892, c'est là le moment où il va rejoindre les mineurs de Carmaux, et comment dire, le socialisme qui était en train de le travailler déjà depuis plusieurs années éclate au grand jour. Il devient vraiment une figure du mouvement ouvrier qui combat avec les ouvriers à leur côté, etc. Et ensuite, c'est l'affaire Dreyfus. Donc, comme s'il y avait une succession d'urgences, d'urgences très polarisées, là aussi autour de la question religieuse, et que donc cette pensée subtile, balancée, philosophique, comme s'il avait senti qu'elle ne pouvait pas être opportune ou qu'elle était trop subtile pour être comprise, et qu'il remettait ça à plus tard, et que sauf que voilà, le plus tard ne s'est jamais concrétisé. Alors, le fait est qu'on a quand même plein d'occurrences. Ce texte-là, c'est le plus extraordinaire. C'est là où Jaurès nous dit que le socialisme sera une révolution religieuse. Noir sur blanc, il le dit comme ça. C'est quand même incroyable de lire ça sous la plume de Jaurès. Moi, j'étais face à des personnes dans des débats, etc., qui me disaient non, c'est pas vrai. Il peut pas avoir dit ça, c'est faux. Je dis mais regardez le texte. Voyez, bon. Donc ça demande vraiment à être regardé, je dirais, preuve à l'appui, parce que c'est tellement contre-intuitif. Mais est-ce que c'est pas lié aussi, et ça valait déjà du temps de Jaurès, à l'idée marxiste ou marxienne, qui correspond pas d'ailleurs nécessairement complètement à la pensée de Marx, selon laquelle la religion est nécessairement une aliénation. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Avec évidemment en réalité une acception très restreinte de la notion de religion quand on dit ça, puisque on désigne en disant ça la religion comme instrument de domination. En gros, couplée avec un pouvoir qu'elle permet de justifier. Mais si on se place en retrait de ça, et si on pose la question d'ensemble du sens, de ce que c'est qu'un homme, de ce que c'est qu'une société, de ce que sont les valeurs à faire dominer, qui devraient dominer. Le socialisme posé en relation avec ces questions-là, ne peut pas faire l'économie de la pensée d'une fin dernière, d'une fin générale. Ou alors on tombe dans ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la vacuité néolibérale. L'objectif d'une société, c'est de produire des biens et de les consommer. Alors ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité aussi, c'est le socialisme dans sa version défigurée et barbare. C'est-à-dire qu'en fait, une telle négation de la profondeur humaine, du mystère de l'humain, en fait, que, eh bien, on en arrive à imaginer la cité socialiste comme une fourmilière. Et on sait bien que là encore tourné vers le productivisme. Donc. Exactement. Donc, au fond, deux versions du productivisme. Et en effet, comme vous l'avez bien rappelé, la pensée de Marx est beaucoup plus subtile quand même. Donc il y a des différences entre Marx, le vrai Marx, je dirais, et puis le marxisme, ou les marxismes, d'une part, et d'autre part, il y a des phrases de Jaurès aussi tout à fait frappantes, où il le dit quasiment dans cet article. Si le socialisme n'était qu'une histoire de faire porter des cercueils moins lourds aux porteurs ou de travailler 1 heure de moins par jour, c'est déjà très important, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça, va beaucoup plus loin. Donc, au fond, la question de l'éducation et la question, bien sûr, de la justice sociale sont fondamentales parce qu'elles permettent de passer à une autre étape ou à un autre étage qui est l'accomplissement de l'humain. L'accomplissement de l'humain dans ce qu'il a de plus profond, de plus mystérieux, tant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Et donc, c'est ce deuxième étage de la fusée, en quelque sorte, qui transparaît à travers différentes occurrences dans la parole de Jaurès, dans ses actions, etc., mais qu'il est si difficile d'expliciter, et qui affleurait auparavant, quand on l'a rappelé. On oublie par exemple que donc, le premier socialisme français, à partir des années, juste après la Révolution française, Pierre Leroux, Buchez, alors les Saint-Simoniens aussi, etc. Voilà. Ont une pensée éminemment religieuse. Éminemment religieuse. Et même, on s'en moquait à l'époque, parce que parfois on disait qu'ils étaient sectaires, enfin au sens, c'était des gens un peu étranges, qui avaient des idées un peu farfelues, qui semblaient farfelues. Ils
s'intéressait au surnaturel, il s'intéressait... Et Jaurès aussi. Jaurès, dans cette thèse, a des hypothèses qui sont du type quasiment New Age, autour de la réincarnation, autour de l'hypothèse Gaïa. Il imagine que la Terre pourrait être un grand organisme, ayant une sorte d'unité et d'esprit. Des choses, là aussi, quand on lit ces pages, on se dit, mais c'est étonnant. Enfin, c'est à la fois très moderne, désuet aussi par l'expression, mais ça nous rappelle en effet que ces idées-là, d'abord, étaient très vivantes et très présentes à l'époque. Bergson, on en parlait tout à l'heure, est un acteur, lui aussi, de ces questionnements. Bergson, qui est sans doute l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle, et a travaillé éminemment sur la question religieuse et sur la question mystique. Les deux sources de la morale de la religion. Donc, il y a un esprit aussi de cette époque-là qu'on a beaucoup oublié, qu'on ne connaît plus, etc. Et même si on le connaît, soit on atténue son importance, soit on n'en voit pas l'actualité pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi Sophie Viguier-Vincent et moi-même on a écrit ce livre, c'était dans l'idée vraiment que ces questions sont toujours là en fait. Par exemple, la gauche française a toujours ce problème avec d'abord la réalité historique, la réalité des œuvres, et surtout le religieux, le spirituel, terme qu'il ne faut pas non plus confondre. Il faudrait avoir le temps d'expliquer aussi. C'est pas forcément c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas totalement séparable non plus. Et que donc là, bien sûr, ça rejoint la question de la laïcité, évidemment. Oui. Avec ce dévoiement de la laïcité qui consiste à en faire une notion anti-religieuse et identitaire d'une certaine forme de républicanisme, de néo-républicanisme contemporain. Exactement. Et là aussi, Jaurès est un antidote de voir que donc l'un de ceux qui a été une des figures tutélaires de cette laïcité à la française, eh bien, par exemple, il s'est battu pour que les versions les plus dures du combisme, et même plus dures encore certaines qui étaient franchement anti-religieuses, ne triomphent pas, n'inspirent pas l'esprit de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, mais que ce soit au contraire une mesure beaucoup plus humaniste et équilibrée, faisant part aux traditions religieuses, en l'occurrence à l'organisation interne de l'Église catholique, reconnaître de cette façon que c'est pas à la République de décider l'organisation de l'Église catholique. Voilà. Donc ça, c'est Jaurès qui l'a, avec d'autres, fait passer. Ça a débouché sur la loi de Briand, finalement. Exactement, c'est-à-dire que si... Et non pas celle d'Émile Combes. Exactement, c'est-à-dire que si Jaurès n'avait pas pesé de tout son poids pour trouver cette motion d'équilibre, alors avec Francis de Pressensé et d'autres figures socialistes de l'époque, eh bien sans doute que le centre droit n'aurait pas voté pour la séparation. Et si le centre droit n'avait pas voté pour la séparation, il n'y aurait pas eu de séparation. Donc en fait, là aussi, c'est une leçon politique à plein de niveaux, en termes de comment construire des synthèses. Il a trouvé un compromis. Il a contribué. De même, vous vous rappelez qu'il n'est ni purement réformiste, ni purement révolutionnaire. Exactement. Jaurès, qu'il arrive à une synthèse, une forme de continuité. L'évolution révolutionnaire. C'est-à-dire que, et qui faisait la différence justement avec les guédistes, donc les marxistes français de l'époque, avec lesquels il a travaillé, bien sûr. Donc en fait, on pourrait dire Jaurès intègre Marx sans se limiter à Marx. Et donc là aussi, c'est la force de ce qu'il propose, c'est que au fond, la naissance de la SFIO, c'est la synthèse entre ce socialisme-marxisme qui est en train d'arriver en France, qui est bien sûr très puissant, pour notamment l'analyse économique, etc. Et par ailleurs, tout ce premier socialisme français et cette tradition révolutionnaire et républicaine est arrivé à les synthétiser, notamment en voyant qu'en effet, la démocratie et même l'anticapitalisme n'impliquent pas de détruire les religions. Et que même au contraire, que les religions, en tant qu'elles sont les véhicules privilégiés des spiritualités, sont nécessaires pour bâtir une cité socialiste. Alors là, on est dans quelque chose de très original et qui dépasserait des oppositions actuelles, qui permettrait justement peut-être des nouvelles synthèses. On voit que notre pays aujourd'hui est très fracturé, archipélisé, disent certains, et notamment autour de ces thématiques, à la place de l'islam par exemple, etc. Et on voit que la pensée de Jaurès permettrait, je pense, de dépasser ces oppositions dans un sens humaniste et dans un sens authentiquement républicain et laïque. Donc là, elle a une actualité extraordinaire. Et il n'y a absolument pas d'opposition nécessaire entre sentiments religieux, religion et émancipation. À condition, pas d'opposition nécessaire, mais un travail à faire. Donc c'est là où
ce qu'on a essayé de dire dans ce livre, c'est par exemple, par des formules, dire par exemple, que Jaurès n'est pas chrétien, il est christique. Donc ça répond un petit peu à votre question tout à l'heure sur le rapport à Dieu. La figure du Jésus-Christ est très présente dans ses écrits, ou en tout cas très présente par moments, elle apparaît de façon un peu étonnante. On n'a pas dit au début que Jaurès est issu d'une famille catholique. Il aurait pu être protestant, en fait, avec tout ce qu'on a dit. Ça y fait penser parfois. Ça y fait beaucoup penser. Bon. Mais non, il est issu d'une famille catholique. Il a fait baptiser sa fille et lui faire sa première communion, qui a été une affaire d'État en France à l'époque. Quand les adversaires politiques, tant à gauche qu'à droite de Jaurès, ont découvert qu'il avait fait faire sa première communion à sa fille, voilà, ça faisait la une des journaux. Mais là, parce que c'est un enjeu énorme. C'est l'époque aussi où la question des obsèques religieuses ou tout non est fondamentale. Et des questions qu'on retrouve nous aujourd'hui. Faut-il s'habiller comme ci ou comme ça dans la rue ? Les questions étaient déjà posées à l'époque. Et donc Jaurès doit se justifier dans la presse d'avoir fait cela. Et il le fait d'ailleurs de façon plus ou moins convaincante. Mais ce qui est important, c'est cette idée au fond, comme on l'a dit, que le religieux par nature n'est pas hostile à la démocratie et à l'accomplissement de la justice sociale, etc. C'est plutôt quel religieux ? Voilà. Et au fond, pour moi, le mot qui domine à la fois l'humain et le religieux, c'est l'ambivalence. Dans le religieux, il y a de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a tout et son contraire. Il y a le pire et le meilleur. Et que la vraie problématique, c'est pas pour ou contre le religieux, c'est quel religieux ? Comment on se positionne par rapport à lui ? Comment on l'intègre à justement un mouvement d'émancipation ? Alors là, on retrouve tout un tas de questions d'actualité, le féminin. Voilà. C'est sûr que quand on regarde, par exemple, l'Église catholique de l'époque, antisémite, machiste, travaillé par le nationalisme, réactionnaire authentiquement. À part, il y avait des exceptions. Oui. Jaurès, on pourrait dire justement, qui était lui-même une sorte d'exception. Il y en avait d'autres, pas très nombreuses. Et donc, c'était compréhensible d'avoir un anticléricalisme virulent bien sûr. Dans ce contexte. Et donc, là, c'est ça aussi, je pense, qu'on peut retenir de Jaurès, c'est qu'en fait, pour lui, la séparation des églises et de l'État, l'école laïque, c'était des choses essentielles, mais des étapes, des moyens, d'abord pour aller vers la justice sociale, et ensuite pour permettre à tous les humains de s'accomplir au plus haut niveau de leurs possibilités humaines. Jusqu'au philosophique, au spirituel, au mystique, etc. Et donc, c'est là aussi un point qui garde une actualité extraordinaire, c'est qu'une fois que la séparation des églises et de l'État a été faite, Jaurès disait toujours à ses partenaires radicaux, enfin du Parti radical, par exemple, qui était au pouvoir, donc Clémenceau en particulier, maintenant, on va faire la question sociale, on va s'occuper de la justice sociale. Et on sait bien que les radicaux étaient toujours en train de noyer le poisson en disant, et de donner des cautions en disant, mais non, on est de gauche, on est républicain, en tapant sur les curés, à bas la calotte, etc. Et donc c'est vraiment une laïcité instrumentale pour ne pas traiter les questions sociales. Et là, on a cette parole de Jaurès qui garde une actualité extraordinaire. La République restera laïque si elle sait rester sociale. Comment mieux parler de notre époque ? Il y a quelque chose là de prophétique, puisque précisément, là où l'État laisse le néolibéralisme faire ses ravages, les seules solutions d'entraide, très souvent, elles passent par un retour du religieux. Exactement. Des solidarités premières, en quelque sorte, élémentaires. Y compris par des organisations caritatives religieuses qui peuvent ensuite prendre des dimensions politiques. Bien sûr, bien sûr. Et parce que ça nous rappelle aussi que, justement, il ne faut pas avoir une vision naïve des rapports entre le religieux et le politique. Quand on est, comme vous, spécialiste du Moyen-Âge, etc., ou d'autres aires culturelles, on sait que partout et toujours, le religieux et le politique sont liés. Ça, c'est la réalité. Alors, donc, le projet laïque français, ça consiste précisément à faire bouger cette chose qui existe partout et toujours. Donc, c'est extrêmement ambitieux. Et je pense qu'on est au début de ce chemin aussi. Il y a vraiment ça, je crois qu'on peut le trouver chez Jaurès, notamment quand il insistait de façon aussi extrêmement claire sur l'enseignement du fait religieux à l'école, en disant on ne peut pas faire une république fonctionnelle si on ne parle pas aux enfants dans l'école laïque de ces questions. Or, où en est-on sur ce sujet ? On sait bien qu'aujourd'hui... même depuis les origines de l'époque, de l'école républicaine, c'est un sujet qui a été totalement évacué. Évacué, alors avec des émergences par moment, mais qu'en tout cas, malgré les travaux de beaucoup d'intellectuels, de Jacques Berck jusqu'à le recteur Joutard, et puis par la suite Régis Debray et d'autres, qui n'ont cessé de dire mais l'école laïque doit s'occuper de ces thématiques et on doit instruire la jeunesse française sur ces sujets, on sait que c'est toujours peu, mal fait,
notamment parce que les enseignants ne sont pas formés. Hein. Donc là, on voit vraiment aussi, à différentes occurrences, la pertinence de Jaurès pour aujourd'hui. Hein. Donc, comme on arrive à une période d'échéance électorale, notamment municipale et puis après présidentielle, Jaurès reste une mine où on peut trouver tellement de ressources pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Éric Vincent, d'être venu nous parler de ce livre que vous avez écrit avec Sophie Viguier-Vincent et qui permet de découvrir une face inconnue de ce géant de l'histoire de France, Jaurès le prophète, mystique et politique d'un combattant républicain. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi La Grande Hache. Je vous rappelle que le média ne vit que de vos dons et abonnements. Rendez-vous sur la page web du média, lemediatv.fr, pour nous soutenir. À bientôt sur Le Média.